Bonsoir les élèves. Bon, nous allons voir maintenant la deuxième partie concernant l'aspect énergétique concernant les oscillateurs. Et bon, je vais commencer par le pendule de torsion et on va procéder par une étude énergétique. Donc, étude énergétique du pendule de torsion. Pendule de torsion. Donc c'est, je pense, grand 3. Alors, voilà notre pendule. Donc c'est une tige, ok, qui est attachée à un fil. Donc ce fil exerce un couple de torsion et lorsqu'on écarte la tige de sa position d'équilibre, donc il commence à effectuer des oscillations dans un plan qui est horizontal par rapport à sa position d'équilibre. Et on repère la position du pendule de torsion par l'angle que fait la tige avec sa position d'équilibre. Donc c'est un fil métallique. Donc on a vu, en négligeant les frottements bien sûr, on a trouvé les oscillations sont des oscillations sinusoïdales. Ça veut dire que θ et les variations de θ sont régies par une fonction sinusoïdale. Donc maintenant, on va procéder par une étude énergétique. Et premièrement, on va mettre en évidence l'énergie potentielle. OK? Énergie potentielle du pendule de torsion. OK? Alors, je vais procéder autrement, ok. Je vais exprimer le travail du pendule lorsqu'il fait des oscillations entre un angle θ1 et un angle θ2. Alors donc, je vais commencer par expression du travail. Expression du travail de couple de torsion. De couple de torsion. Alors, le couple de torsion, on l'avait exprimé, il est proportionnel à l'angle θ, il est égal à le signe moins qui indique que c'est un couple de rappel, donc qui tend toujours à ramener le système ou bien la tige à sa position d'équilibre. Donc, c'est une constante qui dépend de la nature du fil et de ses dimensions, fois l'angle θ. Et on va s'intéresser au travail de ce couple, ok, entre deux positions, ça veut dire la position θ1 initiale et la position finale θ2. Donc égal à l'intégrale, puisque ce couple il est variable, donc il dépend de θ. Donc tout d'abord je vais exprimer le travail différentiel dW, donc égal à le moment m fois dθ. Et pour exprimer le travail total, donc, on a recours au calcul intégral, ça veut dire à la sommation continue. Okay? Donc, somme l'intégrale de m dθ entre θ1 et θ2. Ça veut dire la position initiale et la position finale. Donc, alors je vais exprimer m en fonction de son expression et je vais obtenir W, donc égal à l'intégrale entre θ1 et θ2 de moins C, ok, fois θ fois dθ. Donc égal, et puisque C est constante, donc moins C est constante, donc je peux la faire sortir de la sommation continue et j'obtiens moins C intégrale de θ1, entre θ1 et θ2 de
θ dθ. Et j'obtiens un polynôme, donc égal à moins 1 demi θc fois θ au carré, prise entre θ1 et θ2. Et j'obtiens ainsi le travail égal à 1 demi, donc ici je vais obtenir moins 1 demi c facteur de θ2 au carré moins θ1 au carré. Et lorsque je fais entrer le signe moins à cette somme, à cette différence, j'aurai θ1 au carré, ça veut dire c fois θ1 au carré, moins 1 demi c fois θ2 au carré. Voilà. Et voilà donc ici le travail nous apparaît comme une différence de deux énergies. Donc l'énergie qu'emmagasine le pendule à la position θ1 et l'énergie qu'emmagasine le pendule à la position θ2. Et comme on avait fait pour le pendule élastique, donc je vais injecter ici une constante à ce terme et la même constante à ce terme, et j'obtiens finalement delta W égale à, donc moins, pour que j'obtiens une variation. Donc moins 1 demi. Donc je commence par ce terme. Donc 1 demi, C, θ2, ok, plus C, moins 1 demi, C fois θ1, ok, ici, pardon, θ2 au carré, θ1 au carré, plus C. Et voilà, donc le travail égal à la variation de cette énergie. Donc on va poser, voilà, on pose E, P, T égale à 1 demi, donc C fois θ au carré plus C. Alors c'est une énergie, et cette énergie, on l'appelle énergie potentielle de torsion. Donc EPT est l'énergie potentielle de torsion. Alors bien sûr, cette énergie, elle est toujours emmagasinée dans le corps. C'est pour cela qu'on l'appelle énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle de torsion qu'emmagasine le pendule à la position définie par l'angle θ. Définie par θ. Ok. Alors, et de là, donc, ce premier terme, c'est l'énergie potentielle du pendule emmagasinée à la position θ2. Cette énergie est l'énergie potentielle du pendule emmagasinée à la position θ1. Donc le travail, ainsi, le travail de le couple de torsion n'est autre que l'opposé de la variation de l'énergie potentielle de torsion. Alors voilà, on a défini donc l'énergie potentielle de torsion, et cette énergie est définie à une constante près. Donc, c'est la même chose que l'énergie potentielle en général, c'est une grandeur indéfinie. Ça veut dire une grandeur qui n'a pas de signification physique, mais sa variation, bien sûr, a une signification physique parce qu'il est égal au travail. Okay. Et maintenant, on va exprimer l'énergie mécanique du pendule en l'absence des frottements. Parce qu'on sait bien que l'existence de frottement, lorsque travaille soit la force de frottement ou bien les couples de frottement, elle diminue, ce travail diminue la force de frottement, diminue l'énergie mécanique. Alors c'est pour cela qu'on a dit que le couple de frottement ou bien les forces de frottement sont
des forces ou bien des couples qui ne sont pas conservatrices pour les forces ou bien conservateurs pour les couples. Donc voyons voir si on néglige les frottements, on va avoir un système conservateur. Ça veut dire son énergie mécanique reste constante au cours du temps, ça veut dire lors de son mouvement, ça veut dire lorsque le couple de torsion travaille. Alors donc, petit 2, énergie mécanique du pendule. Alors là, je vais procéder autrement, ok? Donc, alors, bon, exprimons l'énergie mécanique. Alors, EM, bon, lorsque le pendule prend une position θ, donc égal à l'énergie cinétique du pendule plus l'énergie potentielle de torsion. Alors, je vais procéder autrement. Donc, je vais directement faire la variation de l'énergie mécanique entre deux positions, θ1, θ2. Ça veut dire que delta EM égale à delta EC plus delta EPT. Et cette énergie, bon, je vais écrire une expression, donc EC égale à 1 demi J delta, le moment d'inertie du pendule, fois θ point au carré, plus EPT, donc c'est 1 demi J delta, θ au carré, plus la constante C liée à l'énergie potentielle de torsion. Pardon, ici, c'est pas J delta, mais c'est C, pardon, c'est θ au carré. Voilà, la constante, c'est constante de torsion. Alors, je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique qu'on a vu l'année dernière. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce théorème d'énergie? Donc, dans un repère, la variation de l'énergie cinétique égale à la somme des travaux ou bien des couples, des travaux et des couples. Ça veut dire tous les travaux ou bien les travaux de toutes les forces et de tous les couples qui s'exercent sur le système. Donc, appliquons le théorème de l'énergie cinétique. Voilà, l'énergie cinétique. Et donc, pour préciser, donc, je rappelle qu'on effectue l'étude énergétique, okay, du pendule de torsion en absence de frottement. Ça veut dire on néglige les frottements. En absence des frottements. Alors, pour être précis. Bon, alors donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème d'énergie cinétique? Ça veut dire delta EC égale. Alors, tout d'abord, je dois citer ou bien faire l'inventaire des forces et des couples exercés sur le pendule pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Okay. Donc, je vais dire que la tige, alors voilà la tige, la tige est mise à, donc son poids P, pour être précis, je dois faire l'inventaire des forces. Son poids P, donc R qui est réaction du fil métallique, ou bien la tension du fil métallique, ok. Alors je rappelle le rôle de cette force, c'est de maintenir la tige horizontale, ou là dans un état horizontal, dans une position horizontale, c'est le rôle de R. Et puis le couple de torsion. Couple de torsion de moment M.
Alors, lorsqu'on applique delta EC, donc d'après théorème de l'énergie cinétique, on a la variation de l'énergie cinétique, entre deux positions θ1 et θ2 égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures ainsi que les moments qui s'exercent sur notre système, qui est la tige. Alors, d'après TEC, entre θ1 et θ2. Donc ici, θ1 vers θ2. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, delta EC égale à le travail de P, donc entre θ1 et θ2, plus le travail de R entre θ1 et θ2, plus le travail du couple de torsion, donc que je vais appeler le travail couple de torsion, donc de moment M, donc travail, T, Alors, travail de P égale à 0, parce que le poids de la tige passe par l'axe de rotation qui est confondu avec le fil métallique. Puis, travail de R égale à 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frottement. Ça veut dire que la réaction du fil, elle a la même direction que le fil. Ça veut dire qu'elle passe par l'axe de rotation. Alors, il nous reste travail de T, ça veut dire le travail de torsion, qui est égal. Donc, on a calculé déjà, et on a trouvé que travail de T égale à delta EC. Donc, travail du couple de torsion. Travail de couple de torsion. Alors, ce résultat va me suffire sans remplacer travail de T par son expression. Ça veut dire égal à 1 demi C fois θ2 au carré moins, entre parenthèses, θ2 au carré moins θ1 au carré. Donc, on n'aura pas besoin. Tout ce qui m'intéresse, c'est que delta EC égale à travail de T. Alors, autrement, ou bien d'autre part, on a vu que le travail du couple de torsion égale à l'opposé de l'énergie potentielle. Égale à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle. D'autre part, on a delta, delta EP de torsion, ça veut dire la variation d'énergie potentielle de torsion égale à moins travail de T. Alors voilà la deuxième relation. Alors, et en remplaçant ici delta EC par travail de T et delta EPT par moins travail de T, donc je vais trouver que la variation de l'énergie mécanique égale à 0. Par la suite, ou bien d'où delta EM égale, donc delta EC égale à travail de T, ça veut dire travail du couple de torsion, et delta EPT égale à moins travail de T égale à 0. Alors là, on conclut quoi? On conclut que la variation de l'énergie mécanique au cours du temps, ou bien entre deux positions, est nulle. Ça veut dire que l'énergie mécanique est constante. C'est-à-dire que EM égale à constante au cours du mouvement, au cours des oscillations. Donc,
Alors on a vu que la seule, ou bien le seul travail qui est non nul est le travail du couple de torsion. Donc le couple de torsion est un couple conservateur. Ok. Le couple de torsion est un couple conservateur. Alors j'ai déjà dit qu'un couple conservateur, c'est quoi? C'est un couple qui ne fait pas varier l'énergie mécanique au cours du temps. Ça veut dire que son travail ne dépend pas de chemin suivi, il dépend uniquement du position finale et de la position initiale. Donc voilà, c'est tout pour le pendule de torsion. Et maintenant, donc, je vais passer à la paragraphe suivante, c'est l'étude énergétique du pendule pesant, ok? Alors donc, paragraphe suivante, grand 4 je pense, oui, grand 4. Alors travail, ou bien étude énergétique du pendule pesant. Bon, pour le travail, ou bien la paragraphe le paragraphe que je viens d'effacer, je n'ai pas mentionné l'énergie potentielle parce que le pendule ou bien la tige est en mouvement dans un plan horizontal, ok. Alors son énergie potentielle ne varie pas au cours du temps et on peut prendre le plan où s'effectuent les oscillations comme un état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Et on peut prendre que l'énergie potentielle du pendule égale à 0. Ok, donc c'est pour ça que j'ai pas mentionné l'énergie potentielle. Alors, je l'ai pris égal à 0. Et même si on ne la prend pas égale à 0, toujours l'énergie mécanique est constante. Pourquoi? Parce que l'énergie potentielle reste constante lors du mouvement du pendule. Parce que l'énergie potentielle dépend du code, ça veut dire de Z. Ok? Si Z reste constante, alors l'énergie potentielle de pesanteur reste constante. Bon, ici toujours, donc j'effectue mon étude en absence, bien sûr, en absence des frottements. Alors voilà, donc voilà cette direction-là, ok, par lequel on repère les positions du pendule pesant, ok. Voilà, par exemple, le pendule pesant. Supposons ici se trouve son centre d'inertie G, ok. Ici, on a le solide de masse M, de masse petit m. Alors, supposons ici qu'on a l'axe de rotation delta, ok, delta. Donc, c'est un axe horizontal, donc elle pénètre dans le tableau, il est perpendiculaire au plan de tableau. Et lorsque le solide est en mouvement, ça veut dire effectue ses oscillations. Donc j'ai décrit une trajectoire circulaire, ok, et on va prendre la position d'équilibre stable. Ça veut dire lorsque G passe par le pendule G passe par l'axe vertical, cet axe-là de l'équilibre, ok, donc c'est l'équilibre stable. Et on va prendre un repère au Z, ok, voilà. Donc on peut, voilà, ici on a l'axe des Z.
Et G0 est en même temps l'origine de ce repère. Voici l'axe K. Pardon. Le vecteur unitaire K. Alors, on a vu que les oscillations de ce pendule sont des oscillations périodiques. Et lorsqu'on a pris des petites oscillations, on a trouvé que ce sont des oscillations sinusoïdales. Alors, voici l'angle θ. D'accord? Bon, donc l'énergie potentielle du pendule, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, pourquoi? Parce que lorsque le solide effectue du mouvement, on voit que son énergie potentielle varie. Pourquoi? Parce que, donc, énergie potentielle, premièrement, énergie potentielle du pesanteur, de pesanteur. Donc, on note EPP, ok? Alors, il dépend de Z, EPP de Z égale à mg, Z, c'est ce qu'on a vu l'année dernière. Et on a mis en évidence cette énergie en partant du travail de poids. Donc, à partir du travail de poids entre positions, que cette énergie est apparue, on a trouvé que le travail du poids est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle. Donc, plus une constante, ok. Donc, pour se débarrasser de constante, on prend que l'état de référence, et le plan horizontal de côte Z égale à 0. Ok. Ça veut dire lorsque le pendule est dans sa position d'équilibre, stable, son énergie potentielle est nulle. Et donc, voilà, alors dans ce cas, C égale à 0. Et on aura énergie potentielle de pesanteur en fonction de Z égale à mgz. Et donc, on se demande, est-ce que l'énergie mécanique reste constant? Alors, bien sûr, on a vu ça l'année dernière. Donc, en absence de frottement, la seule force qui travaille, c'est le poids. Et le poids, c'est une force conservatrice. Ça veut dire que son travail ne fait pas varier l'énergie potentielle. Donc, je vais donner l'expression de l'énergie mécanique. Alors, deuxièmement, énergie mécanique. Donc, EM égale à EC plus EPP. Ah, donc, on a une position de côte Z. OK. Alors, donc, EM égale à EC, c'est 1 demi J delta θ point au carré plus MGZ. Alors, donc, supposons qu'on ne sait pas si l'énergie mécanique reste constante ou non. Alors, on va montrer que cette énergie mécanique reste constante comme on a fait pour le pendule élastique et comme on a fait pour le pendule de torsion. Donc, toujours, on a deux méthodes. Soit on part du travail, de la force ou bien du couple entre deux positions, ou bien on fait la dérivée de M par rapport au temps. Ici, je vais dériver EM par rapport au temps, mais avant cela, je dois exprimer Z en fonction de θ. Donc, on a vu que Z égale à, alors ici, donc, soit, voilà, ici, c'est O, ok, la distance qui sépare l'axe de rotation au centre de gravité G. Donc, on va la noter par D, ok. Et donc, pour trouver, donc je dois exprimer Z, voilà Z. Donc, Z. Alors, pardon, je vais effacer θ, puis l'écrire après. Voilà Z. Voilà θ, l'angle θ, ok. Et vous voyez tous que cosinus θ, ok, égale à Z sur D. Donc, Z égale à cosinus θ fois D, ou bien D cosinus θ. Pardon.
Donc, parce que Z, elle est... Voilà Z, ok, moi j'ai vu Z de haut, mais Z, c'est le code. Donc, elle est mesurée à partir de G0, ok. Donc, normalement, Z, puisque l'origine du repère, c'est G0. Alors, donc, ici, lorsque G passe par G0, ça veut dire que E, O, G0, cette distance-là, ok, pardon, ok, voilà, c'est D, ok. Alors, la distance qui sépare, pardon, donc Z, ok, égale à D, voilà, moins la longueur de ce segment-là, ok. Ça veut dire que Z égale à D, on a vu ça d'ailleurs, égale à D, moins, ok, ce côté-là, c'est D fois cosinus θ. Et là, on obtient D facteur de 1 moins cosinus θ. D'ailleurs, j'ai montré ça la séance précédente. Donc finalement, EM égale à 1 demi J delta θ point au carré plus MG Z, pardon, donc Z, je vais la remplacer par D, facteur de 1 moins cosinus θ. Alors, pour montrer que EM égale à constante, ok, donc je vais dériver DEM sur DT. Donc, égal à, donc 2 sur 2 égale à 1. Il me reste quoi? Il me reste J delta, θ point, θ 2 points, plus, donc MGD, donc voilà, ce facteur-là, MGD, ok, donc la dérivée de 1, c'est 0. Moins cosinus θ, donc sa dérivée par rapport au temps, c'est θ point fois sinus θ, ok, donc θ point sinus θ. Et là, j'aurai donc égal à, donc je vais factoriser par θ point, et j'obtiens finalement J θ de point, plus M G D sinus θ égale à 0. Pourquoi? Parce que cette somme est nulle. On l'a trouvée à partir de l'équation différentielle du pendule. Ok, donc égal à 0. C'est l'équation différentielle du pendule. Et finalement, donc on déduit que EM égale à constante. Et elle est évident que l'énergie mécanique est constante parce que l'année dernière, on a trouvé que le poids est une force conservatrice. Ça veut dire que son travail ne fait pas varier l'énergie mécanique. Donc, lorsque le poids travaille, elle transforme soit l'énergie cinétique en énergie potentielle, ou bien l'énergie potentielle en énergie cinétique, tout en conservant l'énergie mécanique. Ok? Alors, EM égale à constante au cours du mouvement, ou bien quel que soit T, Donc, le poids, ok, donc on a vu ça, poids et force conservatrice. Donc, son travail varie, ou bien transforme, ou bien transforme l'énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur, ou l'inverse. Tout en conservant l'énergie EM, en conservant l'énergie mécanique. Okay. Alors pour nous, en mécanique, cette année, sauf les forces de frottement qui ne sont pas des forces conservatrices, et lorsqu'ils travaillent, elles
diminue l'énergie cinétique. Ça veut dire qu'il transforme une forme d'énergie, soit l'énergie potentielle, non seulement à l'autre forme d'énergie, ok, mais à une autre forme d'énergie qui est une énergie thermique, qui est une énergie gaspillée. Ça veut dire que cette énergie, elle est transformée en chaleur qui est gagnée par les surfaces de contact et l'air qui donc environne. Alors, ici, pour l'énergie mécanique, on pourra avoir une autre expression dans le cas des petites oscillations. Bon, dans le cas des petites oscillations, alors l'approximation qu'on fait pour le cosinus, c'est que cosinus θ est à peu près égal à 1 moins θ au carré sur 2. Alors vous allez voir ça l'année prochaine, ok, pour les élèves qui seront étudiants en sciences physiques ou bien mathématiques, classe prépa, école d'ingénieur, ainsi de suite. Donc ils vont voir ces astuces en mathématiques, ok, comment on obtient ce résultat, ou bien comment, lorsque le sinus est à peu près, l'angle θ est à peu près égal à 0, sinus θ est à peu près égal à θ. Mais pour nous, on admet ça, ok. On peut vous pouvez le vérifier par les calculatrices. Vous trouvez que cosinus θ est à peu près égal à 1 moins cosinus carré θ sur 2 lorsque θ est voisin de 0. Donc ici, je vais remplacer, voilà, 1 moins cosinus θ par son expression, par son approximation pour les petites oscillations, et je trouve que l'énergie mécanique EM égale à 1 demi J delta θ point au carré, ok, plus, alors là, qu'est-ce que je vais faire, ok, donc j'aurai 1 moins θ au carré sur 2, donc 1 moins 1 c'est 0 ici, et je vais avoir 2, donc plus 1 demi mgd fois θ au carré. Voilà l'expression de l'énergie mécanique dans les cas des petites oscillations. θ est inférieur à 20 degrés, ok, ou bien 10 degrés, parfois on prend 20, parfois on prend 10 degrés. Donc, il nous reste étude énergétique du pendule simple. Alors, le pendule simple, tout simplement, je dois remplacer G delta, ok, du pendule simple par, donc, dans le cas du pendule simple, ok, qui est un cas particulier du pendule pesant, J delta, ok, sera égal à M fois L au carré. Et L au carré, donc L, pardon, c'est la longueur du fil. Ok, ça veut dire que ici D, je vais la prendre L. Et J delta ici sera ML au carré. Alors voilà, c'est tout. Ok, donc pour les frottements, donc c'est simple. On aura les forces de frottement, donc transforment l'énergie mécanique en énergie thermique, et on voit que l'énergie mécanique diminue au cours du temps jusqu'à ce qu'il s'annule. Ça veut dire que l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps jusqu'à atténuation des oscillations. Bon, merci pour votre attention et à la prochaine.